Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc ce sont les premières images qui nous parviennent du journaliste américain depuis son arrestation. Que montrent-elles ? Eh bien, cela faisait 3 semaines, David, qu'on ne l'avait pas revu. Voilà donc Evan Gershkovich, manches retroussées, bras croisés et visage concentré dans le box des accusés de ce tribunal de Moscou. Sur ses poignets, des marques de menottes sont visibles. Son visage est légèrement cerné, mais pas marqué. Apparemment, il est donc en bonne santé, plutôt en forme. Et d'ailleurs, son avocate indique qu'il continue à faire du sport et qu'il mange correctement. Aux journalistes présents au tribunal, il fait même quelques signes, des clins d'œil, des sourires. Alors pourquoi Evan Gershkovich est-il apparu aujourd'hui publiquement ? Parce qu'il a été brièvement sorti de sa cellule pour une audience. Le juge russe, vous l'avez dit, devait trancher sur sa demande de libération en attendant son procès. Pour rappel, le journaliste américain de 31 ans et correspondant du Wall Street Journal à Moscou a été arrêté par le FSB il y a maintenant 3 semaines. Les services russes l'accusent d'espionnage. En l'occurrence, ils l'accusent d'avoir profité d'un reportage dans la ville de Yekaterinbourg et ses environs pour récolter des informations sur l'industrie de la défense russe. Il risque à ce titre jusqu'à 20 ans de prison. Evan Gershkovich nie bien sûr ces accusations en bloc. Il a demandé à être libéré et s'est dit prêt à verser une caution de 50 millions de roubles, soit plus de 600 000 $. Mais la décision est tombée, c'est non. Evan Gershkovich reste en prison. À l'énoncé du jugement, précisons qu'il a répondu à la juge. C'est bien compris. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut considérer, Fanny, peut-être naïvement, que cette audience, ces premières images à cette occasion du journaliste sont le signe d'une petite ouverture de Moscou ? Eh bien, c'est loin d'être évident, David. Au moment même où se tenait cette audience, la police russe faisait irruption en nombre. Regardez dans l'appartement de l'un des contacts du journaliste sur place à Yekaterinbourg. Un homme qui a pu l'aider à faire des reportages. Il s'appelle Yaroslav Cherchikov. L'homme a été arrêté, son appartement a été fouillé. Officiellement, il n'y a pas de lien entre les arrestations des 2 hommes. Yaroslav Cherchikov est accusé d'avoir justifié l'attentat contre le blogueur russe Vladlen Tatarsky au début du mois dans un bar de Saint-Pétersbourg. Mais bien sûr, la coïncidence est plus que troublante. Cela dit, Moscou veille à ne pas aller trop loin. Ainsi, l'ambassadrice américaine à Moscou, Lynn Tracy, a été autorisée hier à rendre visite aux journalistes en prison. Elle était de nouveau présente, regardez ici, en blasure bleue au tribunal aujourd'hui. Et elle s'est exprimée à la sortie de l'audience. We expect Russian authorities to provide continued consular access to Evan. The charges against Evan are baseless, and we call on the Russian Federation to immediately release him. Merci Fanny. Moscou a réagi après cette déclaration de l'ambassadrice américaine en disant « pas de pression, arrêtez les pressions ». Elena, je me tourne vers vous. Vous connaissez bien donc ce journaliste, ce confrère américain. Est-ce que c'est une surprise pour vous que Moscou ait dit non aujourd'hui à sa demande de libération ? Non, ce n'est pas du tout une surprise, évidemment, parce que cette affaire est évidemment éminemment politique. Et comme dans toutes les affaires politiques, malheureusement, on ne s'entend pas à des miracles, on n'est pas naïf. Cela fait plaisir, en quelque sorte, si je puis dire. Je trouve ça incroyable de le dire ainsi, mais cela rassure plutôt, je dirais, de voir Evan souriant. Il a l'air en forme, c'est vrai qu'il est cerné, mais il est à peu près tel qu'on le connaît dans la vie. Il a l'air des échos qu'on en a, de garder le moral. Il lit Tolstoï en prison, apparemment. Voilà, il lit Tolstoï, il lit Grossman, de ce qu'on nous en dit. Donc c'est quelque part rassurant. Je pense que lui-même, peut-être, ne se faisait pas beaucoup d'illusions. Après, évidemment, l'espoir est là, il est bien présent. On continuera, au titre des correspondants à Moscou et des anciens correspondants à Moscou, de maintenir la pression, de parler, d'appeler à sa libération, parce qu'il n'a absolument rien à faire dans les murs de ce tribunal. Après, sur la procédure elle-même, c'est-à-dire le fait que là, il y ait des caméras qui soient en train de le filmer dans cette cage en verre, c'est quelque chose qui est plutôt protocolaire en Russie, parce que c'est pas une audience sur le fond, c'était juste à la demande des avocats, une audience de suspension de la détention provisoire. Maintenant, le procès en lui-même, il y a de fortes chances et de forts risques plutôt qu'il se déroule à huis clos. Donc, comme pour le cas du journaliste russe Ivan Safronov, condamné à 22 ans de détention pour trahison d'État en fin d'année dernière, ce sont des affaires dont les matériaux sont malheureusement tenus secrets, le contenu est tenu secret. En revanche, lorsqu'il y a des audiences comme celle-ci, on est autorisé en tant que journaliste à filmer le tout début et la toute fin de l'audience.
Jean-Dominique, que cherche Moscou avec cette détention et avec la confirmation de cette détention? Je pense essentiellement à intimider les correspondants occidentaux qui continuent à travailler en Russie, leur dire écoutez, va falloir être très 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 obéissant et pas changer de trottoir. Quand on vous dit de marcher sur le trottoir droit, vous n'allez pas sur le trottoir gauche. Je pense qu'il y a un phénomène d'intimidation très fort. Il vise un journaliste américain. C'est évidemment le défi du Kremlin à la Maison Blanche. Ça ne peut pas se lire autrement. Espérons justement pour lui. Ce confrère, je rappelle que le Wall Street Journal est un journal à laquelle nous sommes associés à l'opinion, et donc ça nous concerne assez directement cette affaire. Espérons que ça finira par se résoudre comme c'était résolu cette affaire de la basketteuse qui avait été prise en otage, parce que ce sont des... Donc il est un otage, hein. C'est clair pour vous. Juridiquement non, mais politiquement oui. Juridiquement, il y a les procédures qui sont ce qu'elles sont. Le fait, oui, c'est une prise d'otage diplomatique dans le cadre des tensions fortes entre les États-Unis et la Russie. Donc espérons que ça se négocie à la fin et qu'il soit rapidement libéré. Je voudrais dire que, évidemment, ça n'a pas du tout... Mais dans le même temps, il y a eu la condamnation, d'autres condamnations en Russie, notamment de cet opposant, mais je pense que vous en avez parlé cette semaine, Karamurza, journaliste. Un vrai opposant. Journaliste. Absolument. Qui est journaliste, mais qui est russe, lui. Qui a 25 ans de prison. Qui a la malchance d'être russe. Et donc, lui vient d'être condamné à 25 ans. 25 ans de prison à régime sévère, et alors qu'on sait qu'il souffre de maladies neurologiques. Donc il ne sera pas libéré parce qu'il y aura des pressions de la Maison-Blanche pour qu'il soit libéré. Donc il faut... je ne veux pas du tout, comprenez-moi bien, minimiser l'affaire de Gershkovich, mais tout ça se déroule dans le cadre d'une mise en place d'une répression extrêmement forte qu'on n'a pas vue sans doute depuis au moins les années 70 avec la répression des dissidents en URSS. Oui. Je pense qu'il faut au moins remonter aux années 70 pour voir des choses comme ça. La chape de plomb poutinienne, là, ouais, prend encore de la force et de la densité. On n'en est pas au stalinisme avec des centaines de milliers de morts, mais on est au moins à ce qui se passait sous Brejnev avec les hôpitaux psychiatriques, les arrestations de dissidents, etc. etc. Oui, Mariana. Si vous permettez, pour le stalinisme, c'est vrai que ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un procès isolé. Malheureusement, c'est un système tout entier. Si on ne prend que le cas de la Crimée occupée, et la Crimée occupée, c'est une toute petite surface, une petite population. Actuellement, rien que concernant les journalistes et les journalistes citoyens, les blogueurs, on a déjà au moins une quinzaine de détenus et des condamnés qui sont condamnés dans des procès proprement dits staliniens. Pourquoi ? C'était quoi les procès staliniens ? Dans les procès staliniens, on imaginait une affaire, une grosse affaire, et ensuite on raflait des milliers de personnes qui, soi-disant, étaient liés les uns aux autres. C'est exactement ce qui arrive en Crimée, par exemple, avec les journalistes des Crimée, qui sont tous, quasiment tous, accusés de fabriquer des explosifs. Et le cas le plus dramatique actuellement, c'est le cas de la journaliste citoyenne Irina Danilovic, qui était arrêtée pour avoir fait un post sur les réseaux sociaux contre l'invasion russe en Ukraine, et elle est, figurez-vous, accusée de fabriquer des explosifs avec des aiguilles médicales, parce qu'elle est une infirmière, elle a été arrêtée par FSB, bien sûr FSB a fait tellement vite qu'ils n'ont même rien fabriqué, la seule chose qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé les aiguilles. Eh bien Irina Danilovic, qui vient d'être jugée, elle a été condamnée à 15 ans de prison. Oui. Je vous donne la parole, Général Gomard, mais d'un mot, Elena, cette stratégie, est-ce qu'elle va fonctionner ? Là, je parle de la stratégie qui consiste à intimider la presse, et même la presse internationale. Toute activité, nous sommes susceptibles à tout moment de vous faire connaître le même sort. En tout cas, le cadre de censure totale est là, et la question est celle de la limite de chaque journaliste dans le degré de risque qu'il est prêt à prendre. Ce qui est Pardon certain. De vous poser la question directement. Si vous étiez à Moscou aujourd'hui,
est-ce que vous resteriez compte tenu de la conception que vous avez de votre métier? Mais j'en suis partie justement il y a un an, au début mars, une semaine après le déclenchement de la guerre à grande échelle, parce que j'ai entendu prononcer le mot trahison d'État envers des Russes ou des binationaux qui travaillent pour des organisations étrangères. Et cela fait 10 ans que j'étais là. Et vous êtes binational. Donc la réponse, elle est là. C'est pour ça que je dis, et je suis directement aussi partie prenante de cette affaire. Nous sommes tous des Evan Gershkovich. C'est tombé sur lui. Ça aurait pu tomber sur n'importe lequel d'entre nous. Sur vous. Cela aurait pu tomber il y a 6 mois. Cela aurait pu tomber dans 1 an. Ils ont décidé de le faire avec Evan aujourd'hui. Mais le cadre a été posé et c'était clair pour tout le monde dès le déclenchement de la guerre à grande échelle que la censure devenait totale, que les instruments de trahison d'État... D'ailleurs, aujourd'hui, la Douma russe a durci la législation sur la trahison d'État pour porter les peines à perpétuité, alors que c'était 20 ans, comme dans le cas d'Ivan Safronov. Donc là, les instruments de trahison d'État, d'espionnage, toutes ces cases, en fait, tous ces concepts dans lesquels on peut aujourd'hui mettre tout et n'importe quoi et tout le monde pour peu que ces activités de ces gens contreviennent aux intérêts de l'État, qu'il s'agisse d'activistes, de journalistes, de défenseurs des droits humains, eh bien, on les utilise, cela tourne à plein régime, cela ne va faire qu'accroître. Ces jours-ci, c'est en train de prendre une ampleur démesurée. L'ONG OVD Info, qui travaille sur ces questions, dénombre aujourd'hui plus de 500 cas de personnes poursuivies en Russie pour leur position anti-guerre. Rappelons ce qu'a fait Vladimir Karamurza. Il est allé donner une conférence aux États-Unis où il a simplement dit que l'armée russe bombardait des villes ukrainiennes et qu'il y avait des victimes du côté ukrainien. 25 ans de prison. 25 ans de prison. Rappelons ce qu'a fait Ilya Yashin. Il a publié une vidéo sur YouTube où il a parlé des crimes commis à Boutcha par l'armée russe à Boutcha. Oui, un mot, Jean-Dominique, puis Christophe. Pardon, Christophe. Sur le travail des journalistes étrangers à Moscou, parce que c'était un peu... Oui, un de mes meilleurs amis, enfin quasiment mon meilleur ami, est correspondant du Figaro à Moscou, donc Alain Barluet. Donc je vois à peu près les conditions dans lesquelles il travaille. Et avec toute l'admiration que j'ai pour lui ou pour d'autres journalistes français qui travaillent, ils sont obligés d'une grande prudence dans ce qu'ils écrivent, d'une forme quasiment d'autocensure. Il y a des mots qu'ils ne peuvent pas employer. Ils ne peuvent pas, par exemple, jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas employer le mot de guerre. Parce que ils auraient eu des soucis si dans leurs articles postés de Moscou, on parlait de la guerre en Ukraine. Donc il y a un dilemme. C'est un vrai dilemme. Est-ce qu'il vaut mieux informer, même partiellement, ou renoncer Alors moi, je suis à informer? Et vraiment, je suis formelle là-dessus. Il faut qu'il y ait des gens sur place. Il faut vraiment que jusqu'au bout, qu'on essaye au maximum d'y rester. Les conditions dans lesquelles on travaille doivent être explicitement comprises, mentionnées par notre public. Ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où il y a autocensure, il faut que le public sache les conditions dans lesquelles sont réalisés ces sujets. Pour que l'on ait quand même de l'information de ce côté-là, ça ne doit pas devenir un trou noir sans que l'on sache ce qui s'y passe. On arrive quand même à en sortir quelque chose, mais il faut que les conditions soient explicitées. Je pense que c'est ce que font aujourd'hui les rédactions et depuis 1 an d'ailleurs, elles essayent au maximum de ne pas faire traiter des sujets trop sensibles à leurs journalistes. Elles essayent de ne pas employer des mots interdits, mais tout en faisant passer des états de fait, des opinions, etc., recueillies auprès des gens. Donc on essaye quand même au maximum d'informer dans ce contexte, et je salue le courage des journalistes qui sont encore à Moscou, parce qu'il y en a, et qui continuent malgré tous ces risques à informer. Général Gomard, votre analyse? Alors moi, je suis le seul non-journaliste sur ce plateau. Ce que je mesure, c'est qu'effectivement, les Russes veulent un contrôle de l'information, évidemment, jusqu'au plus bas niveau. Ils veulent contrôler toute l'information. C'est un pays en guerre. Pour avoir été sur des théâtres d'opération, effectivement, on limitait l'arrivée des journalistes sur le théâtre d'opération. Et en fait, on leur montrait bien ce que certaines choses, sans vouloir tout leur montrer. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est donc, il y a besoin d'un contrôle de l'information quand on est dans un pays en guerre. Maintenant, effectivement, c'est un journaliste occidental, donc il y a 2 aspects. Il y a un, contrôle de l'information, et 2, vis-à-vis des Occidentaux, c'est effectivement un otage, et donc c'est une monnaie d'échange potentielle dans les mains des Russes vis-à-vis des Américains. Contre qui sera-t-il échangé? Je n'en sais rien. Ou contre quoi? Je n'en sais rien. Mais en fait, pour moi, il y a vraiment ces 2 aspects. Alors, je quitte le cas Gershkovich. S'il y a des journalistes russes en Occident travaillant pour de grands médias russes sous contrôle d'État, ça va nourrir nos soupçons. On va se demander si ces journalistes russes... On ne peut pas comparer la presse russe, je pense, et la presse occidentale. On ne peut pas faire le procès à la presse occidentale, en tout cas les grands médias de la côte Est, par exemple,
d'être proche d'eux. Mais nous, on s'interrogerait sur les réelles intentions de ces journalistes. Est-ce qu'il est arrivé dans le passé, et encore une fois, je disjoins totalement le cas de notre confrère, que des journalistes travaillent pour des services de renseignement de leur pays? Jean-Dominique? Ou même d'autres pays. Ou d'autres pays? Oui, ça a dû Je dis ça parce qu'on m'a posé la question. Ça a dû arriver, oui. Oui. Petit sourire entendu. Ah oui, Vous avez connu certains vous comprenez confrères. bien que c'est des choses. Oui, ça a dû arriver que des étrangers, des journalistes, voire des Français fassent des choses qu'ils ne devraient pas faire, qui ne respectent pas l'éthique de notre profession. Ça arrive, bien sûr. Comme il y a des journalistes corrompus, comme il y a des journalistes... Alors on dira, oui, mais ils le font par patriotisme, on dira toujours. Mais bon, bref, nous avons dans notre métier, on est censé avoir une forme d'éthique, et notre éthique nous interdit de faire ça. Mais comme toujours, il y a toujours des gens qui sortent du, En même temps, c'est là, sortent du où cadre. ils sortent du cadre, mais en même temps, c'est là où effectivement on mesure les risques que prennent ces journalistes. Pour certains, ils vont dans des endroits où certains militaires ne peuvent pas aller, et de fait, grâce à leur métier, effectivement, qu'ils retournent, qu'ils rapportent des informations, qu'ils recueillent des informations qui sont utiles à la compréhension d'une situation, compréhension militaire d'une situation, effectivement, c'est toujours intéressant. Alors, est-ce qu'ils le font volontairement? Est-ce que, au retour, quand ils ont vu des choses, enfin, pour avoir été... j'ai vu pas mal de journalistes, effectivement, sans les débriefer, effectivement, ils rapportent ce qu'ils ont pu voir. Oui. Mais après, ils sont libres. Vous avez essayé d'obtenir des informations via des journalistes? Bien sûr. Bien sûr. Et vous avez eu des réponses positives ou négatives? Ça dépend des moments, mais effectivement, mais en tous les cas, comme ils prenaient des risques, etc., ils savaient on pouvait potentiellement aller les récupérer. Vous les avez rémunérés? Non. Jamais? Jamais. Enfin, non. Pas En comptant sur leur sentiment patriotique? Non, c'est en comptant effectivement leur sentiment patriotique sans aucun doute, mais le fait que effectivement ils savaient on pouvait aller les rechercher si nécessaire, effectivement. C'est pas du donnant-donnant, mais en tous les cas, ils allaient à des endroits dans lesquels nous pouvions pas aller, effectivement, et donc effectivement leur retour était intéressant. Bon, on va avancer. Oui, Marina? Juste pour rétablir 2-3 choses. Effectivement, il arrive que les journalistes, comme des gens qui, de par leur métier, peuvent s'intéresser, peuvent avoir des sources, peuvent voyager, peuvent collaborer avec des services spéciaux de leur pays, voire d'autres pays. Hein. Il y a aussi de journalistes qui travaillent avec les services pas du tout de leur pays. Mais en même temps, il ne faut pas faire ce faux procès. Ça arrive aux gens de tous les autres métiers. Il arrive mais on m'a posé la question. Il arrive d'avoir des journalistes témoin espions, et le relais, tout comme il arrive d'avoir des cuisiniers espions ou des postiers espions. Exactement. Bon, on va dire juste les choses très simplement. Voilà. Pour l'instant, ce que nous avons, nous avons des répressions sans précédent en Russie, des répressions qui, à une étape qui parfait la transformation de la Fédération de Russie en Corée du Nord, parce que cela dure déjà 20 ans. Ça a commencé avec le démantèlement de médias, des grands groupes de médias indépendants. Maintenant, il y a des dizaines de journalistes qui ont été, d'une manière ou d'une autre, qui ont été condamnés, qui sont en prison, qui sont exilés. Il y a des médias indépendants qui sont exilés. Maintenant, on a des journalistes étrangers qui sont pris en otage. Donc, les réalités, pour l'instant, c'est plutôt cela. Bien.